Nous abordons maintenant les affaires du jour avec, à titre d'affaires prioritaires, le discours d'ouverture de la Première ministre. Je cède donc la parole à Madame la Première ministre pour une allocution de 15 minutes. Madame la Première ministre. Merci, Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens absolument à faire quelques remerciements. Premièrement, à mon exécutif, qui a toujours été diligent tout au long de l'année, qui a toujours supporté mon caractère et l'assimilation. Aux membres du conseil d'administration, on sous-estime toujours l'apport qu'ils font à l'assimilation et à notre institution en général. Évidemment, les membres des quatuors et législatifs, à commencer par les ministres, qui, comme vous l'avez entendu avec le discours de la lieutenant-gouverneure, seront des plus intéressants cette année. Tous les anciens qui ont contribué à faire de cette année une année réussie, je vous remercie aussi. Et aux nouveaux, je vous remercie particulièrement d'avoir osé cette année et de vous être inscrits au Parlement jeunesse du Québec. Merci aussi au personnel de la SNAT, de l'Assemblée nationale, sans qui, je les appelle avec mes petits mots d'amour, sans qui nous ne pourrions tenir cette simulation. Finalement, merci à notre lieutenant-gouverneur qui nous a livré un des discours les plus inspirants. Je dois vous avouer, Madame la Présidente, que le temps venu d'écrire mon discours, j'étais un petit peu perdue. Je me suis vraiment dit, et sincèrement, après 67 ans, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Qu'est-ce qu'une première ministre peut dire? Et donc, je me suis tournée vers les archives, et plus particulièrement vers les discours de mes prédécesseurs et de leurs écrits. Et puis, en fouillant dans les archives que je connais bien pour les avoir gérées au conseil d'administration, j'en suis venue à quelques constatations contradictoires. Enfin, une constatation contradictoire. C'est qu'à la fois au Parlement jeunesse, on se répète, on reproduit des traditions, on reproduit année après année les mêmes gestes, les mêmes procédures. Mais à la fois, on réussit à innover, on réussit à se développer, à s'améliorer de législature en législature. Et c'est de cet équilibre-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui, Madame la Présidente. C'est vrai qu'on se répète, parce que la beauté du PJQ, dans un monde, comme vous l'avez dit vous-même, où tout est changement et tout est changeant, où tout est instantané, où le renouveau est la règle plutôt que l'exception, le PJQ s'inscrit totalement en faux par rapport à cette tendance. Il demeure et continue de suivre ces traditions qui, quand on grandit dans l'institution, on se rend compte qu'elles sont vieilles de vraiment plusieurs décennies. Que ce soit évidemment la tradition parlementaire, qui est beaucoup plus vieille, ou la tradition que nous suivons, nous, au sein de notre institution. Et qu'on aura la chance, pour la première fois ou pour une 8e fois, de découvrir ou redécouvrir cette année. Mais c'est à la fois faux de penser qu'on se répète d'année après année, parce que chaque législature amène ses nouvelles personnalités, ses nouveaux défis, ses nouveaux projets de loi, ses nouveaux enjeux de société. Et donc, chaque législature est influencée par les gens qui la composent. Cette année, c'est une année particulière. Et on a eu quelques exemples qui nous montrent justement cet équilibre-là entre continuité et tradition. Je vais vous donner un exemple concret qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, Madame la Présidente, que 67 ans d'existence, ça veut dire des centaines de documents, des dizaines de cahiers de participation, des centaines d'éditions du merveilleux Journal de la Colline. Et puis, donc, tous ces documents-là, on les a accumulés au fil des ans. Par contre, les archives qu'on a physiquement, on les a trimballées un petit peu partout. Elles ont été aux 4 coins du Québec, je vous assure. Elles ont été en Ontario. Elles ont dormi pendant 5 ans dans un bureau universitaire d'une université quelconque du Québec. Et donc, cette année, c'est une année spéciale parce que nous sommes en voie, finalement, de créer un accord avec les Archives nationales du Québec afin d'archiver de manière professionnelle nos archives et afin de pouvoir les préserver. Et c'est important pour moi de souligner cette avancée-là. Parce que relire nos archives, refouiller dans notre histoire, c'est se rendre compte que notre institution, elle est plus grande que chaque individu qui l'a composée. Elle est plus grande que vous, elle est plus grande que moi, elle persistera après notre départ. Et donc, elle a une personnalité propre, qui a vieilli au fil des ans, qui s'est développée et qui perdure. Et au cœur de cette personnalité-là, il y a évidemment la non-partisanerie, l'esprit critique, l'écoute qui a si bien été
mis de l'avant dans le discours de notre lieutenant-gouverneur et le respect des idées contraires. Pardon. Mais ce que les archives nous montrent aussi, c'est qu'au fil des ans, l'institution, elle a changé, elle a évolué. Vous savez, comme moi, là, qu'on s'appelait The Older Boys Parliament à nos débuts et qu'on a finalement changé. D'abord, on a changé pour le Québec Youth Parliament et ensuite le Parlement jeunesse du Québec. Et puis, il y a eu une époque où on prenait plus position dans les débats de société. Vous vous souvenez sûrement, ou ceux qui ont travaillé dans les archives savent qu'on s'est déjà prononcé contre l'apartheid, pour le droit à l'avortement, pour la place des femmes même dans l'Assemblée nationale, avant même ou au moment même où les députés le faisaient. Donc, on a toujours été un peu à l'avant-garde, mais nos projets de loi étaient peut-être moins ambitieux, plus réalistes, plus courts, mais peut-être plus militants parce que plus près de la réalité et des enjeux nationaux et internationaux. Aujourd'hui, le Parlement jeunesse, on développe des projets de loi peut-être plus idéalistes, plus audacieux, qui permettent de rêver, comme l'a si bien dit notre lieutenant-gouverneur. Mais cela dit, même si on a changé, on est moins près des enjeux peut-être concrets qu'on vit dans la société québécoise, on n'est pas moins militant pour autant. Je vous soumettrais plutôt, Madame la Présidente, qu'on l'est tout autant, sinon plus. On l'est simplement différemment. Et notre lieutenant-gouverneur nous a parlé de la diversité. C'est de ça dont j'aimerais vous parler dans mon discours après ce préambule. Regardez autour de vous, comme elle vous l'a demandé. Alors que, je le répète, nos premiers députés étaient probablement tous des garçons anglophones protestants, nous sommes une des institutions les plus représentatives des différents groupes du Québec. Que ce soit le genre, que ce soit le domaine d'études, que ce soit l'appartenance régionale, que ce soit le domaine professionnel. Et on peut se demander pourquoi. Désolée, mes feuilles sont un petit peu mélangées. Toutes mes feuilles sont mélangées. Et donc, c'est sûr qu'on n'est pas parfait de la représentativité. On ne peut pas prétendre de l'être. On peut même se poser la question à savoir, est-ce que c'est possible d'atteindre une représentativité? Toutefois, le simple fait de l'avoir comme objectif, de mettre en place des actions, des politiques, des stratégies pour l'atteindre, en soi, c'est un acte de militance très fort. Je ne parlerai pas des élections qu'il y a eu tout autour du monde ou des tendances qu'il y a en ce moment. Je n'ai pas besoin de le faire. Mais je veux simplement vous faire réaliser à quel point on s'inscrit à l'inverse d'un courant, en étant si militant, en voulant être si diversifié et si représentatif. Vous le savez peut-être pas ou vous le savez, je ne sais pas. Cette année, nous avons été en lice pour un prix pour la parité sur les conseils d'administration. À la même hauteur que des organismes avec des employés, avec des locaux permanents, chose que nous n'avons pas, même après 67 ans. Et donc, nous n'avons pas gagné, mais nous avons été mis en lice avec des organismes qu'on juge professionnels, avec des vrais adultes, et non pas un organisme jeunesse. Mais on a quand même été capable de démontrer qu'on était un modèle d'inspiration et qu'on pouvait réussir à atteindre cet objectif-là que nombre d'organismes privés et publics n'ont pas réussi. Et puis la question se pose, pourquoi la diversité? Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour un organisme public, un organisme privé, pour un OSBL? Et dans le contexte d'un débat, la lieutenant-gouverneur l'a abordé un peu. Pourquoi est-ce que c'est pertinent d'avoir une telle diversité? Pour certaines personnes, c'est une question d'équité, d'égalité entre les différents groupes. Pour d'autres, c'est une question de légitimité. On ne peut pas prendre de décision sans diversité. Ce sont toutes évidemment d'excellentes réponses. Mais pour moi, Madame la Présidente, c'est une question de prendre en compte ce qu'on appelle le point de vue situé des gens, dans le cadre d'un débat, dans le cadre de l'élaboration de politiques publiques. Et je vais essayer de vulgariser rapidement là, ce concept-là. Je vais prendre un exemple, tiré de mon imagination. Imaginez qu'on faisait un projet de loi sur les droits des personnes végétariennes. Parce que vous savez évidemment qu'il y a un lobby du tofu et du bacon qui s'est affronté pendant longtemps dans notre organisation. Aujourd'hui, en 2016, on aurait un réel malaise à faire un projet de loi sur les droits des personnes végétariennes uniquement rédigé et débattu par des personnes carnivores. Pourquoi? Parce qu'on veut l'expérience, le vécu, les sentiments, les émotions.
comme j'ai dit, le vécu, la position située des individus pour élaborer un débat, et en l'occurrence, la position des végétariens. Sans nécessairement avoir besoin de savoir qui l'est, qui ne l'est pas, afin d'avoir un débat qui prenne en compte de cette expérience-là, ce vécu, nous avons besoin d'une composition diverse, qui contient autant des carnivores que des végétariens. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que seuls des végétariens peuvent se prononcer sur un tel projet. Au contraire, tous et toutes peuvent parler. Simplement, nous avons besoin de diversité pour avoir la légitimité de débattre de ces projets. Puisque nos vécus, notre expérience, qui on est, les groupes auxquels on appartient, nous forment comme individus, nous forment comme groupe et influencent nos points de vue, nos prises de position, nos valeurs, mais aussi nos préjugés et nos biais. Dans le cadre d'un débat plus large que celui seulement du végétarisme, on a besoin d'une diversité pour avoir les multitudes de points de vue des personnes. Dans le cas du PJQ, c'est d'autant plus pertinent parce que le point de vue amène la composition diverse amène inévitablement des points de vue divers et des arguments et des visions différentes. Au final, ça nous confronte aux autres participants, mais aussi et surtout, principalement à nous-mêmes. Ça nous rend davantage critiques vis-à-vis de nos propositions. Ça nous fait, bref, sortir de notre zone de confort, ce que vous entendrez probablement tout au long de la soirée. Au final, comme je l'ai écrit dans le mot de la première ministre dans le cahier du participant, ce que je souhaite à toute la députation, c'est donc de vivre cette sortie de zone de confort, confrontée à la diversité des points de vue. Je vous souhaite de remettre 1000 fois en question vos idées, vos valeurs. Redécouvrir que vous êtes plus conservateur sur certains idéaux, plus attaché à certaines valeurs. Je vous souhaite, Madame la Présidente, et ainsi qu'aux députés par votre truchement et votre entremise, évidemment, de vous défaire de vos repères pendant les 5 jours qui viennent, dans cet espace qui est quand même, somme toute, sécuritaire. Et comme j'ai dit dans un de mes discours, je souhaite aux participants qu'ils apprennent à se connaître dans ce milieu, d'abord et avant tout par leur point de vue, par la diversité de leur point de vue sur les 4 projets de loi et les motions dont nous discuterons, et ensuite en connaissant leur nom, leur provenance géographique, leur domaine professionnel et d'études. Parce que bien que la diversité soit nécessaire à la pluralité, on n'est pas obligé de la connaître. Au contraire, en ne sachant pas exactement qui sont les gens, mais en les écoutant d'abord, on déconstruit nos stéréotypes, nos préjugés. On apprend à s'écouter. Et au PJQ, tout le monde a un droit de parole. Chaque intervention a la même valeur. La mienne, celle de mes opposés, celle des ministres, celle des députés de première année. Parce que ce qui fait un Parlement jeunesse, c'est pas d'avoir 20 personnes, c'est d'avoir 100 personnes. Chaque intervention amène un peu plus loin le débat, pousse un peu plus haut et se vaut l'une l'autre. C'est dans une confrontation des plus respectueuses et marquée par l'empathie intellectuelle qu'on grandit tous ensemble, 5 jours à la fois. Et ce que la diversité apporte, c'est justement un enrichissement de cette expérience. Et donc, pour moi, le Parlement jeunesse, c'est ça. C'est de vouloir toujours sortir de sa zone de confort, c'est vouloir se confronter à des points de vue différents, c'est demander toujours plus. Vous le savez, vous avez occupé mon poste. Le Parlement jeunesse du Québec, c'est 360 jours de travail pour 5 jours de simulation. Et on peut se demander pourquoi autant de labeur, pourquoi travailler autant pour 5 jours? Eh bien, parce que selon moi, ce qui unit les participants, c'est ce désir de faire toujours plus. C'est ce désir de prendre quelque chose, le transformer et le laisser toujours dans un meilleur état. Par exemple, les premiers ministres qui se sont succédés, ça a toujours été derrière leurs actions, de prendre les règnes de la simulation, d'apporter des changements, tout en continuant de respecter nos traditions et de le laisser dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Même chose pour les ministres, qui, au fil de 10, sinon plus, versions de leur projet de loi, ont toujours cherché à les améliorer, les peaufiner, les rendre à chaque version plus intéressant, plus complet. Même chose pour les nouveaux participants. À chaque intervention, vous allez vouloir vous améliorer. Ils vont vouloir s'améliorer, Madame la Présidente. Ils vont vouloir pousser un peu plus loin à chaque fois les limites du débat et aller plus profondément. Et donc, c'est ça, le Parlement jeunesse du Québec. C'est de se pousser toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Et loin de moi l'idée de mettre tout le monde sous pression. Quand je parle de pousser un peu plus haut, un peu plus loin, je parle premièrement et d'abord par rapport à vous-même,
par rapport à vous-même, les députés par rapport à eux-mêmes. Vous aurez compris. Parce que c'est ça, au fond, être PJQiste. C'est ne jamais se contenter de ce qu'on nous donne. C'est toujours demander plus. Et cette leçon, cette philosophie, c'est ce que je vous souhaite rapidement, Madame la Présidente, ainsi qu'à toute la députation, de garder cette énergie-là, de garder cette philosophie-là, ce principe du Parlement jeunesse du Québec, qui est toujours de faire mieux, de prendre quelque chose et de le rendre toujours meilleur. Ne perdez jamais, Madame la Présidente, cet objectif en tête. Et pour reprendre rapidement les bons mots de notre lieutenant-gouverneur, rêvez. C'est ça, dans le fond, toujours demander plus, demander mieux. Bon, merci, Madame la Présidente.